Merci Lydia pour la présentation. Donc comme a dit Lydia, Ramzi Kebaili, je suis insoumis à Montreuil. Donc je fais partie, comme a dit Lydia, du collectif des citoyens pour un peuple souverain. En fait, c'est un collectif qui regroupe des citoyens non encartés de la France insoumise. Donc c'est simplement pour des personnes qui veulent faire la campagne de la France insoumise sans s'encombrer avec tous les problèmes d'appareil qu'il peut y avoir par ailleurs. Et on est particulièrement intéressé aux questions internationales et géopolitiques. Alors donc ce que je vais vous présenter, c'est le programme international de la France insoumise. Donc en fait ce programme, si je connais bien parce que j'étais pendant assez longtemps, même si c'est plus qu'à aujourd'hui, au parti de gauche, où j'étais responsable du programme sur la Syrie, sur la Palestine. Et donc j'ai contribué à l'élaborer, rencontrer les différents acteurs et donc participer à ce programme qui est porté aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon et qui est très souvent caricaturé, déformé, attaqué dans les grands médias. Mais c'est justement ces attaques sont le signe que sur bien des aspects, ce programme porte juste et touche des points sensibles. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer et vous le présenter pour qu'on puisse ensuite en débattre. Donc on l'a appelé, c'est un nouvel indépendantisme français, qui est détaillé dans le carnet de la revue de défense dont a parlé Lydia. Et ce nouvel indépendantisme français, il est au service de la souveraineté des peuples. Donc en première partie, je vous présenterai l'analyse géopolitique mondiale qui sous-tend ce projet. En deuxième partie, le projet en termes de relations internationales, qu'est-ce qui est proposé concrètement ? En fait, c'est-à-dire de comprendre que cet indépendantisme, c'est pas être indépendant en soi, mais c'est être indépendant pour proposer de nouvelles coopérations internationales, donc une nouvelle forme d'internationalisme. Et enfin, sur la dernière partie, j'insisterai sur l'affaire syrienne, puisqu'en fait, c'est sur la crise syrienne qui a concentré les attaques contre Jean-Luc Mélenchon et contre la France insoumise sur le projet. Donc c'est à ce titre notamment que j'avais été interviewé par Politis, donc le journal Politis qui soutient Mélenchon, mais qui sur la question syrienne est en désaccord radical. Et donc justement qui cherchait à ce qu'on explique d'où vient ce désaccord, quels sont les points qui font débat, et que l'on puisse justifier justement cette analyse de la France insoumise. Et donc j'insisterai sur cet exemple particulier en troisième partie pour qu'on puisse voir justement sur des cas très précis sur quel point il peut y avoir des désaccords, des débats. Donc tout d'abord l'analyse géopolitique mondiale. Alors ce qu'on peut considérer comme la boussole du projet de la France insoumise, c'est la souveraineté des peuples. Et cette souveraineté des peuples, donc on sait notamment que ça, c'est même le slogan en fait complet de la campagne, c'est la France insoumise, le peuple souverain. Donc on veut que le peuple français redevienne souverain, et on le veut, la même chose pour tous les peuples du monde entier. Et ce qui est important, c'est qu'ici le mot peuple n'est pas compris au sens ethnique ou identitaire, mais c'est le mot peuple au sens de communauté politique. Donc on est pour la souveraineté et l'autodétermination des peuples du monde entier, mais sans attacher à ce concept une signification identitaire. Et ça, c'est un point très important, puisqu'en fait, c'est parfois au nom du droit des peuples, mais parfois compris comme étant le droit des ethnies ou des religions, qu'aujourd'hui, il y a parfois des discours dominants qui justifient des interventions étrangères et des guerres et des destructions. Et c'est important de rétablir justement ce point très précis, c'est cette conception politique du peuple et de l'État-nation. Alors ce qu'on considère donc, c'est que un des éléments qui caractérise notre période, c'est la perte de souveraineté des peuples, la perte de souveraineté des États, au profit alors notamment des multinationales, et derrière les multinationales, d'un ensemble géopolitique, d'un axe, dont l'élément principal donc, sont les États-Unis d'Amérique, la première puissance militaire du monde, la puissance qui domine notre système capitaliste, et à côté des États-Unis, des alliés, Israël pour le cas du Moyen-Orient, les monarchies du Golfe, qui jouent un rôle capital dans la déstabilisation des adversaires des États-Unis, et également les pays d'Europe, mais sachant que souvent, on se rend compte que les pays d'Europe ont une attitude de suivisme vis-à-vis des États-Unis, et qu'en fait l'Union européenne n'est pas du tout, comme on avait pu le faire croire dans les années 90, un contrepoids géopolitique aux États-Unis, mais au contraire le fidèle laquais des États-Unis qui va suivre la politique des États-Unis, parfois au mépris même de leurs propres intérêts. Ce qui peut distinguer d'ailleurs l'Union européenne
de pays comme les monarchies du Golfe ou Israël, dont au moins on sait qu'ils ils vont dans le sens de leurs propres intérêts. Et donc ces intérêts, donc les intérêts qui sont imposés par ces axes au reste du monde, donc il y a des intérêts militaires via l'OTAN, les guerres qu'on connaît, les interventions militaires, les intérêts économiques, donc via les traités de libre-échange, et donc des traités de libre-échange en fait qui sont des traités qui permettent aux produits, notamment aux produits occidentaux, de pénétrer les marchés des pays émergents et d'empêcher la constitution de tissus industriels et empêcher le développement de l'agriculture locale. Donc qui ont vraiment, en fait, sont des traités de libre-échange, sont des traités de destruction économique. C'est pourquoi nous sommes pour sortir de tous ces traités. Et des intérêts stratégiques. Et alors le discours dominant de nos médias, donc nos médias qu'on présente comme les médias libres, les médias du monde libre, derrière des beaux discours sur la liberté et qui présentent justement les pays émergents ou les BRICS comme des dictatures, mais en fait nos discours sur les droits de l'homme, trop souvent ces discours servent à justifier des ingérences, des interventions, des déstabilisations qui vont contre les intérêts des peuples concernés. Et notamment une des grilles de lecture qui est propagée par nos médias, parfois de manière ouverte, parfois de manière insidieuse, c'est la grille de lecture du choc des civilisations, qui opposerait un Occident mythifié, civilisé, représentant des droits de l'homme, au reste du monde, et notamment un monde musulman perçu comme une entité homogène, qui serait finalement en retard, obscurantiste, et qui n'aurait finalement, de ce fait-là, pas les mêmes droits que l'Occident. Et c'est notamment cette imagerie qui est utilisée lorsqu'il y a le conflit en Palestine. Donc, le régime israélien colonise, assassine, martyrise le peuple palestinien. On dit « oui, mais Israël est une démocratie ». C'est ça qui est le discours qui est propagé par nos médias et qui passe par une diabolisation, là encore, du monde musulman présenté comme un tout homogène, comme un nid à terrorisme. Et en fait, ce qu'il y a dans cette théorie, elle est totalement absurde même de son propre point de vue, puisque quand on regarde quelles forces sont les promotrices de ce terrorisme et du djihadisme international, sont les monarchies du Golfe, qui sont les alliés des États-Unis, qui sont aujourd'hui les alliés de la France. Donc en fait, cette théorie ne tient pas debout, et elle sera juste d'écran de fumée pour justifier des interventions militaires. Et de même, quand on parle d'un droit d'ingérence qui sont développés par exemple par personnes comme Bernard Kouchner, Bernard-Henri Lévy, qui sont proches du Parti socialiste, et dont voilà, on se rend bien compte en fait que ces gens-là n'ont absolument rien à voir avec la gauche, n'ont rien à voir avec le progressisme, bien au contraire. Et en fait, tous ces beaux discours servent uniquement, là encore, à justifier des intérêts militaires, et même qui sont parfois contraires à nos propres intérêts, contraires aux intérêts même diplomatiques de la France. Et donc, au droit d'ingérence, soi-disant affirmé, en fait, il faudrait plutôt opposer un devoir de non-ingérence. En réalité, nous, en tant que citoyens français, on ne devrait pas passer notre temps. Donc les médias essaient de nous dire voilà, la Russie fait ceci, la Chine fait ceci. Par exemple, quand il y avait les Jeux Olympiques à Pékin, il fallait soi-disant boycotter les Jeux Olympiques à Pékin. Mais en fait, notre rôle en tant que citoyen français, c'est plutôt d'empêcher les ingérences de notre gouvernement. C'est de voir quand est-ce que notre gouvernement français joue un rôle de déstabilisation. Quand est-ce que notre gouvernement français, donc en Syrie, on le sait, a armé l'opposition des armes qui sont aujourd'hui aux mains de djihadistes. On sait que le gouvernement français a soutenu Israël, et encore plus depuis Sarkozy et depuis Hollande en 2014, c'était la première fois que ouvertement un gouvernement français prenait fait et cause pour les bombardements israéliens, chose qu'on n'avait jamais vue avant, puisque avant la France avait toujours mis un point d'honneur à tenir une position d'équilibre. Ou encore au Yémen, donc actuellement au Yémen, vous en avez sans doute entendu parler, la population est massacrée par les bombardements saoudiens, et c'est avec nos armes, avec les armes que la France vend à l'Arabie Saoudite. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un des présupposés phares en fait, du programme des Insoumis, du nouvel indépendantisme français, c'est de dire que l'intérêt même de la France, même du point de vue du pur intérêt stratégique de la France, c'est de maintenir la paix et de défendre la souveraineté des peuples. C'est qu'une France indépendante qui retrouverait sa souveraineté, qui serait guidée par ses intérêts, son intérêt, ça serait la paix, la fin des guerres et encourager la souveraineté des peuples. Et évidemment, ceci ne veut pas dire que la France, par défaut, soit exemplaire. Évidemment qu'il y a aussi un impérialisme français à combattre, qui est combattu dans le programme, puisque par exemple, on dit clairement qu'on veut mettre fin à la France-Afrique et à toute ingérence
de la France en Afrique. Mais ce qu'on suppose, c'est que finalement, c'est dans l'intérêt de la France de mettre fin au néocolonialisme et de mettre fin à l'impérialisme. Donc ça, c'est le cadre théorique global. Ensuite, à partir de ce cadre théorique, il y a un projet et des mesures concrètes qui sont proposées dans le programme L'Avenir en commun. Et donc, il y a la sortie de l'OTAN, tout d'abord. Donc ça c'est un point capital. La sortie de l'OTAN, que vous ne trouverez jamais, par exemple, auprès de partis comme Europe Écologie Les Verts ou du Parti Socialiste qui essayent de faire croire qu'ils sont pour la paix, mais vous ne trouverez jamais cette proposition, la sortie de l'OTAN. Et la sortie des traités de libre-échange, du CETA, du TAFTA et des traités européens. Donc tout à l'heure, Lydia pose la question sur le plan A, plan B. C'est vrai que c'est pas toujours extrêmement clair du fait qu'en fait le programme est encore en cours d'élaboration. Mais en tout cas, ce qu'a affirmé clairement Jean-Luc Mélenchon, ce qui est affirmé dans le programme, c'est que dans tous les cas, il y aura sortie des traités européens, puisque les traités qui aujourd'hui constituent l'Union européenne sont uniquement des traités de libre-échange qui sont faits pour mettre en concurrence les peuples et qui ont été refusés notamment en 2005 par le peuple français. Et donc le plan A, c'est la sortie négociée des traités, c'est-à-dire qu'on s'entend avec d'autres pays pour dire on ne peut pas continuer comme ça, il faut proposer un nouveau type d'Europe. Mais si ces pays ne veulent pas, et c'est vrai qu'on peut supposer que la majorité des pays n'ont pas forcément envie de se soumettre à des normes contraignantes sociales et environnementales, dans ce cas-là, on sort de manière unilatérale, c'est le plan B, et là on fait notre programme. Et en fait la sortie n'est pas une fin en soi, c'est juste la condition indispensable pour faire notre programme. Notre programme, il nécessite de faire plus de 3% de déficit. Notre programme nécessite de faire défaut sur au moins une partie importante de la dette, puisque la dette nous coûte, rien que le remboursement des intérêts de la dette, c'est 50 milliards d'euros par an. Donc tout ça, il faut y mettre fin. On a besoin de nationaliser les banques, on a besoin de remettre le contrôle des capitaux pour éviter une fuite des capitaux. Et donc tout cela, de facto, ça signifie bien une sortie des traités européens. Et il ne faut pas hésiter à le dire, et ça n'a évidemment rien à voir avec sortir d'une Europe avec un grand E, où ça ne veut pas dire faire la guerre à nos voisins. C'est au contraire se donner la possibilité de remettre en place des coopérations entre États. Alors ensuite, il y a un point, et du coup, ce qui pour nous est le bon cadre pour réfléchir aux relations internationales, donc j'explique, ce n'est pas les traités de libre-échange, ce n'est pas l'Union européenne, mais par contre, nous considérons que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, même si elle doit être réformée sur bien des aspects, est en tout cas la bonne base de travail pour réfléchir aux relations internationales. Alors ça vient du fait que, comme j'ai expliqué au départ, comme pour nous la définition des peuples, elle n'est pas ethnique, elle n'est pas religieuse, mais ça va sur les communautés politiques, ça veut dire que généralement, en fait, ces peuples coïncident avec les frontières des États-nations. Alors, on sait bien que les États, ces frontières, elles sont arbitraires, que à bien des endroits, elles sont contestées, mais généralement, la remise en cause des frontières ne fait que rajouter plus d'instabilité et plus de chaos. Et donc, à part exception, et bon, évidemment, on trouve toujours des exceptions, il n'y a pas de règle universelle sur les relations internationales. C'est comme dans la grammaire française, il trouvera toujours une exception pour confirmer la règle. Mais en général, les frontières des États, telles qu'ils sont à l'ONU, sont un bon cadre pour discuter des relations internationales et de la paix. Et c'est pourquoi on s'oppose radicalement au projet de balkanisation du Moyen-Orient, c'est-à-dire au projet qui considère qu'il faudrait faire un État pour les chrétiens au Liban, un État pour les alaouites, un État pour les chiites. Tous ces projets-là seraient une catastrophe, mèneraient à des guerres sans fin, et n'aboutirait en fait qu'à plus de misère et plus de chaos pour les peuples. Et c'est pas par hasard que j'emploie le terme de balkanisation, parce qu'on a déjà vu ce scénario à l'œuvre en Europe dans les années 90, avec les résultats que ça a donné. Et donc ce que je disais, c'est que l'ONU, c'est un bon cadre, même s'il doit être réformé, donc sur bien des points. Notamment, je citerai une des propositions de Jean-Luc Mélenchon, qu'il avait faite dans le cadre de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui était un nouveau traité qui imposerait des normes sociales et environnementales pour les entreprises multinationales. Donc il y a eu un très bon accueil, un très grand écho à ces propositions faites par de nombreux représentants des pays étrangers. Et par contre, curieusement en France, quasiment personne n'a entendu parler de ce projet qui a été notamment défendu donc, par Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est assez significatif de voir que finalement, pour nos médias, ce qui se passe à l'Assemblée Générale de l'ONU n'a strictement aucune importance. Comme toutes les résolutions qui ont été passées sur la Palestine, qui n'ont jamais été... Voilà, pour l'Assemblée Générale, il n'y en a aucun. Et évidemment, nous souhaiterons rendre cette Assemblée Générale souveraine. Et donc,
Et c'est pourquoi, donc, par ce cas de l'ONU, alors ça, parfois, c'est discuté, donc moi, je vous présente tel que c'est. L'idée, c'est que parfois, effectivement, des interventions militaires peuvent être nécessaires, mais dans ce cas-là, elles doivent être absolument mises sous contrôle de l'ONU. Et donc, notamment, sur la question de Daesh, donc c'est vrai qu'on peut légitimement poser la question de il faut bien faire quelque chose contre Daesh, on ne veut pas que ça devienne une véritable tumeur pour le monde, mais la manière dont c'est fait actuellement, c'est-à-dire des États qui bombardent quand ils veulent, qui bombardent d'un côté de la frontière, mais pas de l'autre, en fonction du moment, en fonction des intérêts. Bon, vous voyez comment ça a été fait, les opérations contre Daesh qui sont conduites de manière totalement contre-productive. Mais par contre, la proposition d'une coalition universelle avec mandat de l'ONU, avec un accord de toutes les parties prenantes pour combattre Daesh, dans ce cas-là, aurait notre faveur. Alors on sait néanmoins qu'évidemment parfois il peut y avoir des mauvaises décisions prises à l'ONU. Donc on se souvient qu'en 2011, suite à l'abstention de la Russie et de la Chine, l'ONU avait donné son accord pour la création d'une no-fly zone en Libye. Donc à ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon avait été critiqué car il avait dit puisque c'est accepté par l'ONU, dans ces conditions-là, il ne s'était pas opposé au vote de cette no-fly zone, mais cela dit, cette résolution ne prévoyait absolument pas d'intervention et de bombardement de l'OTAN. Et donc nous avons totalement condamné l'intervention de l'OTAN contre la Libye qui a outrepassé et qui n'a pas respecté le mandat de l'ONU. Ça, c'est important à le préciser. Et en fait, la manière dont fonctionne l'ONU actuellement, malheureusement, peut parfois cautionner des interventions qui après vont se transformer en intervention militaire. Ce sont les rapports de force internes. Et donc, comme je disais, nous sommes pour des traités environnementaux et sociaux contraignants, c'est-à-dire des traités qui ne sont pas des traités de libre-échange, qui sont au contraire des traités rétablissant des protections sociales et environnementales aux frontières de chaque pays. Et donc, c'est ce que nous appelons le protectionnisme solidaire. Alors, le mot protectionnisme, il fait peur. Il y a aujourd'hui une telle propagande autour de ce mot pour dire que protectionnisme signifiait repli national, concurrence et chacun pour soi. Mais non, la concurrence, c'est la concurrence libre et non faussée telle que nous la vivons actuellement. On peut avoir un bon protectionnisme qui sert à éviter le dumping social et le dumping environnemental. Et en fait, on peut même aller plus loin et dire que tout politicien, tout parti politique qui se prétendrait écologique ou socialiste et qui vous présenterait des programmes de ce type, mais qui en fait ne proposent pas de remettre des frontières et de remettre des protections pour le mettre en œuvre, ce sont des programmes mensongers. Ils sont nuls et non avenus, ils ne tiennent pas, et c'est pourquoi, quand ces gens arrivent au pouvoir, ils ne tiennent jamais leurs promesses. C'est pourquoi, par exemple, la politique de François Mitterrand en 80 n'a pas pu être tenue, parce qu'il fallait sortir du système monétaire européen, il fallait rétablir des frontières, c'était pas possible dans le cadre des traités européens de l'époque. Et donc tous les politiciens qui promettent des réformes, mais sans changer le cadre, en fait, sont des menteurs. Et évidemment qu'on peut sortir sans pour autant, après, pas aller dans l'isolement et dans le chacun pour soi. Au contraire. Donc notre protectionnisme solidaire, il est dans l'intérêt des pays émergents. Et nous sommes donc, une fois redevenus indépendants, pour des alliances tous azimuts. Alors, avec les BRICS, il y a des alliances diplomatiques. Alors, alliance diplomatique ne signifie pas qu'on cautionne les régimes. Bien au contraire, simplement, il n'y a pas de raison de faire des sanctions contre tel ou tel pays et pas contre tel autre. Et ensuite, nous sommes pour aller plus loin dans l'intégration méditerranéenne. Donc, c'est là où autant nous sommes assez sceptiques sur la question d'une grande Europe à 28 ou 30 pays, parce qu'en fait, il y a une grosse divergence, une grosse hétérogénéité culturelle. Par contre, au niveau du bassin méditerranéen, là, nous sommes pour renforcer totalement l'intégration, avec plusieurs mesures donc, que vous trouverez dans le programme, pour permettre que ces collaborations avec les pays des deux rives de la Méditerranée puissent se faire. Et autour de l'intérêt commun de la mer et de l'économie de la mer, donc vous savez que c'est un grand pan du programme, qui est le développement d'une économie écologique et durable, reposant sur l'énergie maritime. Et de même, nous sommes aussi pour des partenariats privilégiés avec les pays de l'Afrique francophone, étant bien entendu, je le répète, que évidemment nous sommes contre la France-Afrique, nous sommes pour arrêter l'asservissement des pays d'Afrique et pour rétablir leur souveraineté, notamment monétaire. Et ça n'empêche pas après d'avoir des partenariats et des alliances avec ces pays. Et donc cette grille d'analyse, telle que je vous l'ai présentée
Donc jusque-là, il y a finalement peu de critiques quand on nous permet de l'expliquer, mais il y a des points sur lesquels on est attaqué, c'est qu'on arrive à des positions qui, notamment sur des sujets comme la Russie, la Syrie ou l'Ukraine, quand il y a eu les conflits ces dernières années, en développant ces analyses, nous nous sommes retrouvés sur des opinions divergentes de celles d'une autre partie de la gauche. Et donc nous avons été attaqués, et donc notamment j'étais par Politis. Donc on peut parler de la gauche politiste, c'est-à-dire cette gauche qui finalement est d'accord avec nous sur 85% des sujets, mais qui trouve que sur ce sujet-là, on ne serait pas clair, on aurait un discours obscur. Alors qu'en fait, c'est pas un discours obscur, c'est simplement un discours qui essaie d'être cohérent de bout en bout. Et ce que je vais essayer de vous expliquer sur le cas particulier de la Syrie, car en fait c'est assez difficile de rester à niveau de généralité, puisqu'on essaie vraiment de voir au cas par cas, en fonction de la situation précise, d'avoir des analyses basées sur la réalité du terrain, les rapports de force, et les discussions et les rencontres que nous avons avec les forces politiques de ce pays qui partagent nos opinions, qui partagent nos lignes politiques. Donc je vais développer sur la question syrienne. Donc sur la question syrienne, moi je ne vais pas pouvoir évidemment aborder, comme vous vous en doutez, tout le conflit. Je vais simplement essayer de développer un peu sur 3 points. Donc tout d'abord l'analyse que nous portons sur le régime syrien, la nature du régime syrien. L'analyse que nous avons portée sur le soulèvement populaire qui a eu lieu en Syrie en 2011. Et l'analyse sur l'imbrication internationale du conflit, notamment le rôle de la Russie. J'ai l'impression en fait que c'est ces points-là qui souvent sont ceux qui suscitent le plus de débats, là où sur d'autres points, finalement, il y a quand même un consensus assez important. Alors sur l'analyse du régime syrien, donc ce qui est clair, c'est que le régime syrien, il a une singularité. Pour nous, en fait, on ne peut pas le comparer, par exemple, au régime de Ben Ali ou à d'autres régimes du printemps arabe qui ont été renversés par des mouvements populaires. C'est que c'est un régime qui, dès sa constitution, tient par la force, tient par la terreur et tient aussi par une grande intelligence de se positionner dans le jeu de telle manière qu'il soit indéboulonnable. Et donc quand on dit ça, ce n'est évidemment pas, comme on peut nous dire, avoir la moindre complaisance ou empathie pour ce régime, qui évidemment qu'on condamne, mais c'est comprendre que face à un régime qui fonctionne de cette manière-là, nécessite du coup une réponse adaptée, une compréhension adaptée de la réponse à apporter au problème. Donc très rapidement, voilà, pour montrer en fait le régime Assad, en fait, c'est toujours positionné comme le régime qui va se rendre indispensable au niveau régional, car il va maintenir le statu quo. Donc déjà, le régime de Hafez al-Assad, le père de Bachar el-Assad, est issu d'un coup d'État interne au Bas, et un coup d'État d'Hafez al-Assad qui le fait finalement sur la ligne de maintenir le statu quo, de maintenir gelé le conflit avec Israël. Alors il y a eu la guerre du Kippour en 73, mais où finalement la Syrie ne va pas loin. Et surtout, il y a l'intervention au Liban. Ce qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est que l'intervention au départ de la Syrie et d'Hafez al-Assad au Liban, elle est faite à la demande de la droite chrétienne libanaise, car il demande qui est en difficulté face au mouvement populaire de la gauche et des Palestiniens, et il demande à la Syrie de faire le boulot de répression face au mouvement populaire, face à ceux qui sont supposés être leurs alliés, car ils savent qu'ils ne peuvent pas demander à Israël de le faire. Et donc la Syrie intervient au Liban à contre-emploi pour réprimer ceux qui sont censés être ses propres alliés, qui sont en train de prendre trop de force, trop d'importance, qui menacent de prendre le pouvoir au Liban, et donc les réprime pour maintenir le statu quo. Et de la même manière, si aujourd'hui on oublie souvent aujourd'hui on dit que le régime syrien tient grâce à l'intervention du Hezbollah, la milice chiite libanaise, mais en fait ce qu'on oublie, c'est que quand le Hezbollah était en train dans les années 80 de prendre trop d'importance au Liban, c'est également là la Syrie, l'armée syrienne qui était intervenue pour réprimer le Hezbollah et éviter justement qu'il prenne trop de force. Et c'est pourquoi en fait le régime al-Assad, donc le régime de Bachar el-Assad, a pris finalement la continuité de son père en étant allié. Il se présente comme étant l'allié de l'Iran, l'allié de la Russie, et il se présente comme étant en opposition aux États-Unis et à Israël, et en même temps c'est un opposant qui sait quelle ligne rouge ne pas franchir pour que finalement on se rende compte que ce régime-là personne n'a intérêt à son renversement. Et quand on comprend ça, en fait, quand on comprend que les chancelleries occidentales poussent à la guerre, envoient des armes, mais qu'en réalité, au fond, leur intérêt véritable n'est pas le changement de régime, ils ont intérêt à déstabiliser ce régime
mais pas à le changer, pas à le renverser. On comprend en fait qu'il y a une opération où ils ont donné des faux espoirs aux révolutionnaires syriens. Ils ont promis aux révolutionnaires syriens qu'il pourrait y avoir un renversement comme en Libye, comme ailleurs. Mais finalement, à la fin, pour ne pas aller jusqu'au bout, car tout simplement, ce n'était pas possible dans les conditions, ce n'était pas réaliste de renverser le régime syrien, de laisser s'installer un chaos aux frontières d'Israël. Et donc, il y a eu vraiment une opération de manipulation de la population syrienne. Et donc, quand il y a eu le soulèvement populaire syrien, ce soulèvement populaire, au départ, se fait dans la continuité des printemps arabes, c'est-à-dire sur les mêmes motifs. La corruption, la libéralisation à outrance, car il faut savoir que pendant des années, les régimes autoritaires des pays arabes avaient réussi à tenir en apportant quand même des garanties sociales, mais qui finalement, dans les années 90, tombent les unes après les autres. Et donc, on se retrouve avec des régimes autoritaires et ultralibéraux, et corrompus, de plus en plus corrompus. Et ce mouvement populaire, en fait, très rapidement, fatalement, se retrouve pris dans un piège qui est le piège de la militarisation du conflit. Et cette militarisation du conflit, elle est voulue par le régime, qui sait bien que sur le terrain militaire, comme il n'hésite pas à réprimer, on sait que dans l'histoire syrienne, tous les soulèvements ont été réprimés sauvagement, donc il sait qu'il gagnera sur ce terrain. Et cette militarisation du conflit, elle est poussée, alimentée par les pays occidentaux, par les monarchies du Golfe, qui finalement n'avaient pas non plus intérêt à ce qu'une révolution démocratique voit le jour en Syrie, et qui ont plutôt intérêt à cette déstabilisation et à cette guerre sans issue. Et cette militarisation enclenche un processus inéluctable. Donc là, il ne faut pas voir de complot forcément ou que tout était déjà écrit à l'avance, mais on sait, quand on voit les conflits, que le processus de militarisation aboutit toujours à ce que les forces les plus extrémistes, les plus violentes, prennent le dessus. Et finalement, c'est logique. Lorsqu'on se fait tirer dessus, celui qui prend l'ascendant parmi les manifestants, c'est celui qui sait riposter. Même si au départ, la composante djihadiste est ultra minoritaire dans l'opposition syrienne, à partir du moment où c'est la seule qui sait se battre, qui sait réellement se battre, qui sait riposter, qui sait porter des coups à l'armée syrienne, eh bien, elle prend le leadership. C'est un phénomène qu'on peut comparer avec la situation ukrainienne, où on a souvent dit en fait que les nazis, l'extrême droite ukrainienne, était une petite minorité dans le Maïdan, dans le mouvement populaire, mais à partir du moment où il y a répression par le régime, eh bien, ce sont ceux qui savent se battre qui prennent l'ascendant. Donc la militarisation du conflit aboutit toujours à la spirale de la violence qui marginalise les mouvements populaires, les mouvements de masse. Et cette spirale de la violence, dans le cas particulier de la Syrie, a un effet totalement contre-productif, qui est que la montée en puissance des mouvements islamistes, djihadistes, font peur aux minorités. Et les minorités en Syrie représentent quand même un tiers de la population. Alors avec des situations différentes, donc les Kurdes ont une situation à part. On sait que les Kurdes en fait en Syrie n'avaient aucun droit jusqu'au soulèvement en 2011, mais à ce moment-là, au moment du soulèvement, le régime Assad a l'intelligence tactique de leur donner des droits pour diviser l'opposition. Mais il reste une base confessionnelle au régime Assad, 25% environ de la population, de minorités chrétiennes, alaouites, c'est la composante de la famille de Bachar al-Assad, et alaouites, les druzes, les chiites. Ça ne veut signifier évidemment pas que ces minorités soutiennent le régime, mais il y a un processus où elles sont quasiment prises en otage par le régime, mais en viennent à devoir soutenir le régime pour éviter leur éradication. Il y a vraiment une logique, un piège mortel qui est mis en place, qui s'instaure, et qui s'alimente, puisque après, de plus en plus, les discours qu'on voit, les discours dominants chez les djihadistes d'Al-Qaïda, mais aussi dans ce qu'on appelle dans nos médias l'armée syrienne libre, c'est mort aux alaouites. C'est ça les discours qu'on entend. Et donc évidemment que quand il y a ce type de discours, une population, les mêmes qui manifestaient excédés contre le régime al-Assad dans le début 2011, se retrouvent à devoir faire rempart avec ce régime. Et là, en fait, le régime syrien, ce que je disais au départ, a cette intelligence tactique de savoir diviser son opposition, de savoir jouer les contraires, de savoir à un moment donné favoriser les plus extrémistes pour marginaliser les modérés, à d'autres moments jouer sur les Kurdes ou jouer contre les Kurdes en fonction de la situation. Mais en fait, tout cela était prévisible.
à partir du moment où les pays occidentaux ont donné un feu vert aux monarchies du Golfe pour envoyer des forces djihadistes, il faut se rappeler des déclarations de Laurent Fabius en 2012, qui dit « Le Front al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda localement, fait du très bon boulot. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur Terre. » Donc à partir du moment où le feu vert est donné à l'envoi de combattants djihadistes étrangers, on ne peut aboutir qu'à cette tragédie. Une confrontation militaire sans fin, sans issue, avec une partie de la population, même si elle est minoritaire, peu importe, on ne sait plus qui est majoritaire, qui est minoritaire, mais en tout cas qui est suffisamment importante pour dire on ne peut pas laisser les terroristes prendre le pouvoir. Des gens qui, dans les deux camps, se font massacrer, des massacres de civils, et donc qui éloignent la perspective d'une paix. Et donc, je répète, il y a eu tromperie. On a trompé les puissances occidentales, et même y compris les bonnes consciences occidentales qui ont dit il faut soutenir la révolution syrienne en lui livrant des armes, ont poussé la population syrienne au suicide. Et il n'y avait pas de réelle volonté de les aider. Et en fait, cette situation rappelle, pour ceux qui ont connu, au moment de la guerre du Golfe en 91, quand George Bush père appelle la population irakienne au soulèvement. Et au moment où il se rend compte qu'un véritable soulèvement, finalement, risquerait de ne pas être en sa faveur, qu'il est beaucoup plus facile pour lui de trouver un arrangement avec Saddam Hussein plutôt que laisser un mouvement démocratique prendre le pouvoir, il donne autorisation à Saddam Hussein à massacrer sa propre population. Et donc c'est la stratégie du pourrissement. Et face à ça, donc ça c'est l'analyse globale, donc du coup, j'espère que voilà, si vous comprenez ça, en fait, vous comprenez que les positions qui sont portées par Jean-Luc Mélenchon, par la France Insoumise sur la crise syrienne ne peuvent pas se comprendre si on ne comprend pas tout ça, si on n'a pas ce cadre-là, ce référentiel en préalable. Et donc dans ce cadre-là, ce qu'on oublie, c'est que la Russie, dès le départ, dès 2012, a proposé, via les accords de Genève, une solution de transition, une solution diplomatique. Une solution qui aurait permis la constitution d'un gouvernement de transition pouvant aller jusqu'au départ de Bachar el-Assad, mais dans lequel le départ de Bachar el-Assad n'était pas une condition préalable, mais était la fin du processus. Et c'était le seul moyen, dans ce contexte-là, pour réussir à rétablir la paix, le cessez-le-feu et arrêter le massacre. Et cette proposition russe, qui même y compris à un moment donné pouvait être acceptée par les États-Unis, a été refusée par les monarchies du Golfe et par la France, qui a continué à alimenter le conflit, qui a continué à faire croire qu'en livrant des armes et en encourageant l'envoi de djihadistes étrangers, ça allait améliorer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, quand on voit les djihadistes qui rentrent en France, ce ne sont pas des gens qui sortent de nulle part. C'est des gens qui ont été formés, entraînés, financés pour détruire un régime syrien et qui finalement, à un moment donné, la bombe se retourne contre les créateurs. Et donc évidemment, puisque la question a été posée assez souvent à Jean-Luc Mélenchon sur comment se positionner par rapport au bombardement du régime russe à Alep, nous sommes contre tout bombardement. Mais on ne va pas nous faire croire qu'il faudrait dénoncer les bombardements que d'un côté et pas de l'autre. Et qu'il faudrait cacher tout ce tableau-là. C'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette et ne pas voir que la Russie, quoi qu'on pense par ailleurs de sa politique intérieure, mais sur le conflit syrien, a proposé à de multiples reprises une solution diplomatique. Et donc refuser la propagande atlantiste, ça ne veut évidemment pas dire accepter la propagande russe ou la propagande syrienne. On sait que dans un conflit, il y a toujours de la propagande des deux côtés. Mais c'est comprendre que là où nous avons un rôle important, le rôle que nous aurions pu avoir en tant que société civile française, c'est le rôle de faire pression sur la France pour que la France cesse d'alimenter le conflit et prenne part, incite les différents acteurs à faire des négociations. Et en réalité, ce qu'on s'est rendu compte en rencontrant des opposants de la gauche syrienne, c'est qu'il y avait toutes les parties prenantes, toutes les forces en place pour que cette transition et cette résolution diplomatique puissent avoir lieu. Et que la France aurait pu jouer un rôle important parce que beaucoup de ces opposants étaient en France. C'était souvent des opposants de gauche qui avaient fait de la prison en Syrie ou qui étaient des réfugiés politiques, qui dès le départ ont averti que la solution, l'opposition téléguidée par les monarchies du Golfe, ça n'était pas une solution, ça allait faire qu'amplifier le chaos, et qui ont dit il faut surtout pas
leur donner l'hégémonie. Sinon, après, on va braquer une partie importante de la population derrière le régime. Et ces gens-là, donc, ils sont à Paris, ils sont en France, ils connaissent très bien la situation, et ils étaient là, et ils auraient pu, et la France aurait vraiment pu prendre l'initiative de conférences et de recherche, de résolution du conflit, mais elle ne l'a pas fait. La France a joué un rôle totalement destructeur. La France a été, même sur la question syrienne, le petit caniche des monarchies du Golfe. Alors, certains disent pour des raisons bassement financières, contre des contrats d'armement, contre de l'argent. On a fait la course avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, sachant qu'en plus, livrer des armes dans ce contexte-là, où de toute façon les groupes locaux soutenus par le Qatar ou par l'Arabie Saoudite se font aussi la guerre entre eux. Donc là, je ne suis pas rentré dans le détail, en plus des guerres inter-opposants, où on essaye dans nos médias de distinguer les djihadistes, des djihadistes modérés. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce type d'argumentaire qui ne tiennent pas la route. Je laisse à Bernard-Henri Lévy et compagnie. Mais c'est vraiment ça, si vous regardez leur discours. Et donc la France a joué ses rôles destructeurs, et une partie très importante de la gauche a cautionné. Du Parti Socialiste, des Verts, mais aussi voilà, une partie de ce qu'on appelle la gauche de la gauche, qui a repris les discours « il faut livrer des armes aux rebelles syriens ». Alors, déjà sans se poser de questions, enfin, il y a beaucoup de conflits où on n'a jamais proposé de livrer des armes. Par exemple, en Palestine, depuis 1948, on n'a jamais entendu le mot d'ordre « livrons des armes aux Palestiniens ». Comment ça c'est ? Parce qu'en fait, ce mot d'ordre n'est jamais tombé d'en haut. Alors, par contre, sur la Syrie, quand le mot d'ordre est tombé d'en haut, « livrons des armes aux rebelles syriens », ça a été repris dans des cercles de la gauche radicale. Mais il faut bien réfléchir, en fait, à la finalité. Et là encore, il faut bien comprendre qu'en fait, livrer des armes aux rebelles syriens, c'était remettre une pièce dans la machine. C'était rajouter du chaos au chaos. Et qu'en fait, la fable qui a été racontée de rebelles modérés qui existeraient, qui seraient démocrates et qui seraient prêts à renverser le régime syrien par la force pour ensuite mettre en place une démocratie, en fait, c'était totalement impossible. C'est totalement impossible, comme j'ai dit, parce que dans un contexte où on envoie des combattants étrangers, où on met de l'huile sur le feu, et où ceux qui savent les mieux se battre, comme le dit Laurent Fabius, c'est Al-Qaïda, et évidemment que si dedans il y a des rebelles modérés, c'est pas eux qui vont prendre le dessus. Et voilà, et donc j'espère avoir, avec ces éléments, vous avoir permis de comprendre voilà, les divergences qu'il peut y avoir et le cadre d'analyse qui les sous-tend et qui les explique. Et voilà, et finalement, voilà, pour conclure, donc sur cet exemple précis, ce qu'on voit, c'est que la boussole, ça reste la paix, ça reste la souveraineté des peuples, et là, en l'occurrence, la souveraineté du peuple syrien, puisque l'objectif, c'est à terme, c'est que le peuple syrien puisse s'autodéterminer, déjà puisse rester uni, qu'il n'y ait pas de destruction de l'État syrien, qui soit maintenu, et que dans ce cadre-là, après le cessez-le-feu, il puisse y avoir des élections démocratiques, et que le peuple syrien puisse s'autodéterminer sans ingérence étrangère de quelque côté qu'elle vienne. Et voilà, c'est avec ce type d'analyse donc, que nous proposons ce projet pour la paix et pour l'avenir en commun.